Peut-on encore résister à la mainmise des milliardaires sur les médias et sur l'information publique ? Dans une société en mutation où l'info se heurte aux algorithmes, aux réseaux, à la post-vérité, aux fake news, au complotisme et à la montée de l'extrême droite, ils sont 10 en France à détenir 90% des ventes de quotidiens nationaux, 55% des audiences de télévision et 50% du marché de l'édition. Bolloré, Saadé, Arnaud, Kretinsky, Dassault, ces noms et ce constat ne sont pas nouveaux, mais le glissement ces dernières années de plusieurs médias vers la droite et l'extrême droite, parfois ouvertement idéologique, l'est davantage. Face à la force de frappe des milliardaires, aux logiques d'économie de marché, de capitalisme et de privatisation, un service public, menacé par les velléités de l'exécutif d'en faire un média d'État, et le travail des médias indépendants. Des médias indépendants qu'un homme a pour ambition de rassembler. Il s'appelle Olivier Legrain. Son CV est surprenant. Ce multimillionnaire a fait fortune à la tête d'une filiale du géant de la construction Lafarge. Et pourtant, c'est à gauche qu'il se fait remarquer depuis une dizaine d'années pour ses soutiens financiers à de nombreux médias. Aux côtés du journaliste Vincent Hédin, il signe l'essai « Sauver l'information de l'emprise des milliardaires ». Et d'ici 2027, son objectif est d'accueillir la presse indépendante au sein d'une maison des médias libres à Paris. Un projet immobilier de 4000 m², se voulant garant du pluralisme et de la défense de la presse. Alors jusqu'où s'étend l'influence des milliardaires ? Où en est ce projet ? Peut-il vraiment permettre aux médias indépendants de rivaliser ? Fait-il l'unanimité à gauche ? Et quel avenir peut-on imaginer pour l'information publique ? Réponse tout de suite dans ce nouvel entretien sur Blast. Olivier Legrain, Vincent Hédin, merci d'être avec nous aujourd'hui chez Blast. Vous êtes tous les deux les co-auteurs de Sauver l'information de l'emprise des milliardaires, un ouvrage qui est paru aux éditions Payot. Vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler un petit peu des médias aujourd'hui en France. Olivier Legrain, je le rappelle, vous êtes un ancien grand patron. Vous avez fait fortune à la tête de Materis, une filiale spécialisée dans les produits chimiques pour la construction, issue du géant Lafarge, un autre monde qu'aujourd'hui celui des médias. Désormais, vous êtes psychanalyste, si je ne m'abuse. Vous êtes connu depuis une décennie pour vos dons et vos différents soutiens financiers que vous apportez, que ce soit en politique à gauche, que ce soit aussi pour des projets à ampleur sociale, comme en 2020 avec Riace, un fonds de dotation pour lequel vous avez donné 3 millions d'euros pour venir en aide aux réfugiés. Mais surtout, et c'est ce qu'on aborde depuis maintenant quelques mois, puisqu'on vous voit dans beaucoup de médias différents, pour les médias, vous êtes connu pour vos dons et vos soutiens à des médias tels que Les Jours, Mouais, La Déferlante, Politis, Média Coop, Vert, Ravi, Street Press, mais également Blast. Par souci de transparence, on rappelle à nos abonnés que vous avez donné 7 000 euros en 2021 de part sociale pour Blast, et ensuite un don de 15 000 euros sur la campagne de financement qui a été faite par notre média indépendant pour une campagne qui a levé 903 000 euros. Vincent Hédin, merci d'être avec nous également. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes spécialiste en rhétorique politique. Vous êtes venu à Blast en décembre 2023 pour présenter votre ouvrage qui est une refonte d'un ouvrage de 2016, En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite. Je pense qu'on aura des choses à se dire aujourd'hui, malheureusement. C'est pas complètement fini, malheureusement, oui. Et donc, vous êtes tous deux à l'origine de cet ouvrage, un ouvrage critique aujourd'hui du paysage médiatique et aussi de la mainmise qu'ont les milliardaires. Une première question importante pour définir un petit peu ce paysage. Moi, en tout cas, en le consultant, j'arrivais pas à ne pas penser à Citizen Kane, qui en 1941 décrivait déjà un type identique de fortune, celle d'un milliardaire qui hérite de sa richesse minière et qui fait fortune en se lançant à perte dans le rachat d'un média, qui en fait un empire médiatique. Aujourd'hui, ce que vous dénoncez tous deux dans cet ouvrage, c'est une plutocratie, soit un système politique dans lequel le pouvoir est détenu par les détenteurs de la richesse. Vous parlez même d'oligarques pour parler de ces milliardaires aujourd'hui. Puisque vous faites référence à Citizen Kane, en fait, ce qui est très inquiétant, c'est que l'intégralité des milliardaires dont on parle aujourd'hui n'ont pas fait fortune dans les médias. Et ils investissent à perte, comme Randolph Hearst. Comme ils se font parfois des petites vacheries entre oligarques, parfois ils se font des cadeaux, on y reviendra, et parfois ils se font des vacheries. Hier, c'est le journal L'Informé, qui a été cofondé par Xavier Niel, qui a sorti le fait que la maison d'édition Fayard, qui était profitable depuis 15 ans, a enregistré cette année des très lourdes pertes, malgré les succès de Jordan Bardella ou Philippe de Villiers, parce qu'ils ont perdu tous leurs auteurs historiques comme Victor Castanet, Jacques Attali, et surtout la plus grosse vendeuse de livres en France, Virginie Grimaldi, suite à l'arrivée de Lise Boel, qui est l'éditrice de Zemmour. Et c'est exactement la même stratégie qu'il avait eue lorsqu'il a racheté Canal+, lorsqu'il rachète le Journal du Dimanche. Vincent Bolloré, il vient pas pour gagner de l'argent dans les médias,
Il vient pour mener une bataille culturelle. C'est à partir de cette idée qui était que nous pouvons créer un champion de la culture européenne, un champion de la culture française, que nous avons entamé ce chemin il y a 20 ans. Une trentaine de hauts dirigeants virés sans ménagement et remplacés par des proches de l'actionnaire. En quelques semaines, la bande à Bolo a pris le pouvoir. De mémoire de journalistes télé, c'est du jamais vu. Et il y en a un certain nombre d'autres qui font la même chose. Je pense à Bernard Arnault, qui a perdu beaucoup d'argent avec les Échos et le Parisien. Alors, quand on était intervenu sur France Culture, il y avait un projet de cession du Parisien à Vincent Bolloré, mais pour l'instant, à date, ça n'est pas fait. Et puis, on parle d'oligarque, parce que la définition d'un oligarque, c'est quelqu'un qui vit en proximité avec le pouvoir politique. Et là, pour le coup, je pense plus à Xavier Niel ou Rodolphe Saadé, qui se servent de leur influence comme levier auprès du politique. Alors justement, pour bien mettre les bases, vous parlez donc de 10 milliardaires. Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Martin Bouygues, la famille Dassault, Patrick Drahi, Daniel Kretinsky, Arnaud Lagardère, Xavier Niel, François Pinault et Rodolphe Saadé. Et je cite votre ouvrage, 10 milliardaires s'accaparent à eux seuls 90% des ventes de quotidiens nationaux, 55% de l'audience des télévisions et 40% de celle des radios. En plus de cela, 2 d'entre eux possèdent aussi 50% du marché de l'édition, comme vous l'avez abordé. Alors cette mainmise, on la voit dans l'actualité, notamment cet été. On l'a vu avec celui qu'on ne présente plus désormais, Pierre-Édouard Stérin, qui a abordé lors d'une conférence en ligne avec l'Institut du Bon Pasteur, une organisation catholique traditionnaliste. Il détaillait sa vision des domaines d'action prioritaires en France selon lui, à savoir, je cite, la nécessité d'avoir plus de bébés de souche européenne, faire en sorte que ces bébés soient baptisés, sinon évangélisés de façon plus globale. Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne, 2, de faire en sorte que ces bébés soient baptisés, donc d'évangéliser de façon plus globale. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'évangéliser les bébés, mais également d'évangéliser tous ceux aujourd'hui qui ne sont pas catholiques ou qui sont d'anciens catholiques. Ces termes, ils sont quand même risqués et très extrêmes dans une France où il n'aurait pas encore été possible de s'afficher à ce point-là il y a encore une dizaine d'années. Par rapport à ce que disait Vincent, on est au-delà d'une guerre culturelle, on est dans une guerre idéologique. Vincent, à juste titre, mettait pas au même niveau l'ensemble des milliardaires qui sont décrits dans le livre, mais Vincent Bolloré, avec Stérin, et l'enquête de Camille Vigogne l'a bien montré dans le Nouvel Observateur, il y a un rapprochement de plus en plus fort entre Bernard Arnault et Vincent Bolloré. C'est une guerre idéologique pour porter plus ou moins l'extrême droite au pouvoir. Donc c'est une menace pour la démocratie, une menace profonde. Il y a eu des époques un peu équivalentes, même dans l'histoire de France, mais à ce point-là, je pense que ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé. Alors on peut dire, il se passe un peu des choses identiques aux États-Unis, mais on est en France et on est en Europe et on défend des valeurs depuis extrêmement longtemps. L'organisation de surveillance des médias Reporters sans frontières affirme que le président américain a une stratégie claire pour affaiblir la presse, notamment la suppression ou la réduction des financements des médias publics, la diffamation des journalistes ou encore des poursuites contre les journalistes qui emploient des mots qu'ils désapprouvent. Ce qui se passe aux États-Unis actuellement, vous le dites, ça a permis de décomplexer en France certains milliardaires. C'est le cas de Stérin. Le cas de Stérin, ce ne serait pas arrivé il y a quelques années. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, on y reviendra peut-être tout à l'heure si on parle un peu du modèle économique, mais les milliardaires, ils sont rentrés dans le champ des médias parce que les médias étaient à vendre. Les médias, c'est un système économique qui est un peu fragile et précaire. Et Stérin, il a flairé des nouveaux coups, des nouveaux champs sur lesquels, effectivement, les acteurs sont aux abois économiquement. Je pense aux salles de réalité virtuelle, qui ont une influence très forte sur votre psyché. Je pense au spectacle vivant, qui en ce moment est mis à mal avec beaucoup de coupes dans les dépenses publiques. Je pense à ce qu'a fait Christelle Morancel, élue Horizon de la présidente de la région Pays de la Loire, qui a coupé 73% de l'aide à la culture. Stérin, lui, il veut des nouveaux Puy du Fou, il veut des spectacles catholiques. Et d'ailleurs, cette année, il y a eu un nouveau scandale, c'est qu'on s'est rendu compte que derrière le faux nez d'une association qui, je crois, s'appelle 496, donc le baptême de Clovis, il y avait Stérin qui finançait des spectacles qui font du révisionnisme historique, quoi. Enfin, qui prennent la suite de ce que faisait De Villiers. Il y a encore quelques années, les grands milliardaires s'affichaient pas à l'extrême droite. Et même Bolloré, enfin, faut quand même se souvenir que quand Nicolas Sarkozy est élu en 2007, ce qui est pas la préhistoire, il va se reposer sur le yacht de Bolloré. Donc Bolloré a toujours dit une union des droites. Et aujourd'hui, clairement, il l'a fait pencher de l'autre côté et ça en a décomplexé d'autres. Stérin,
Et on parlait de Saadé. Saadé n'a pas vraiment de colonne vertébrale vis-à-vis de ce point de vue-là. Il est présenté souvent comme extrêmement macroniste, mais il a quand même accepté de prendre la pose devant la photo qui montre Gulf of America, devant le golfe du Mexique, parce qu'il avait accepté de prêter allégeance à Donald Trump pour son business. Donc, pour des fins mercantiles, ils sont prêts à s'allier avec l'extrême droite parce que pour eux, le capitalisme, au fond, est plus important que les idées. Oui. Pour certains. Oui. Mais comme tu dis, Vincent Bolloré, il le dit dans son autobiographie, il est en croisade. Avec son offensive dans les médias, il est en croisade. Oui, vous citez cette notion de combat civilisationnel. Oui. Si Bernard Arnault est en train vraiment, idéologiquement, culturellement, autour de la foi catholique, de se rapprocher de Bolloré, c'est une dimension très importante parce que ça va donner à ce qu'on pouvait dire où il y avait un mélange de guerre idéologique et de capitalisme d'influence. Un des grands barons du capitalisme d'influence, s'il passe du côté de la guerre idéologique culturelle, ça va changer beaucoup de choses, notamment dans les 2 ans qui viennent. Et donc, à travers des outils, vous le rappelez, à perte, mais en tout cas importants dans ce combat pour ces milliardaires, celui des médias qui sont en première ligne dans une société en pleine mutation et qui penche vers la droite, voire même l'extrême droite. Une société dans laquelle on a une abondance d'informations. Vous faites référence à ce terme de l'Observatoire Société-Consommation, de fatigue informationnelle des Français. Une société où finalement l'information coule partout, constamment, fatigue les gens, et pourtant, cette information ne s'est jamais aussi mal portée. C'est ce qu'on essaye d'écrire dans le livre. Elle est traitée d'une manière un peu pitoyable par tout ce courant dont on parle. La politique du fait divers se répand de plus en plus, les enquêtes de moins en moins, on parle de la charte de Munich qui est de moins en moins respectée. On va vers des choses qu'on pourrait employer il y a 30 ou 40 ans, on disait ça sent pas bon. Et c'est exactement ce que personnellement on ressent tous les deux. Ce que moi je recherche, à essayer de trouver un endroit où il y a un pluralisme de l'information avec des vraies enquêtes, et au fond pour lutter contre ce qui se passe autour de Bolloré notamment. La fatigue informationnelle, c'est aussi le fait qu'on est passé d'un accès à l'information qui était intégralement descendant, c'est-à-dire on n'avait pas trop le choix, il y avait 6 chaînes, et donc tout le monde se regardait à peu près. Il y avait des colorations politiques différentes, le journal de TF1, c'était pas celui de Antenne 2, puis de France 2, etc. Et en fait, évidemment, Internet a commencé un peu à diffracter ça, avec on peut aller choisir, et on a envie de dire que c'est tant mieux, parce que finalement, pour le pluralisme, c'est très important. Mais aujourd'hui, ça fait plus penser à une logique d'archipélisation, pas au sens de Fourquet, mais au sens de Foucault. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais c'est des mondes qui se parlent plus. Et donc, vous pouvez vivre dans votre bulle. Moi, les informations qui m'intéressent, par exemple, cet été, dans des vacances dans le Sud-Ouest, je me suis rendu compte, en discutant avec des gens qui ne consommaient que les médias bolloréens, CNews, Europe 1, qui sont biberonnés à ça toute la journée, qui, quand ils vont au tabac, c'est que BFM, etc. Je leur ai parlé de tous les scandales qui m'avaient vraiment choqué. Ils n'avaient pas accès à ça. Pour eux, sur la loi du plomb, en fait, il y a débat. Les scientifiques sont pas d'accord. Nestlé, s'il faisait du tort, ça se saurait, etc., etc. Et donc, en fait, vous vivez dans un monde qui est complètement diffracté et où ça devient compliqué de se parler. C'est ce qu'avait montré de façon un peu caricaturale la série de Benzekri, La Fièvre. Mais effectivement, vous vivez dans une bulle de filtre et vous êtes stimulé de plus en plus. Et ça, c'est très inquiétant. L'ultime étape de tout ça, c'est qu'au fond, vous pouvez même venir à vous en passer les médias. Dans une très bonne émission de vos consoeurs, Salomé Saké et Paloma Moritz, elles avaient montré que lors du dernier mois et demi de campagne, Donald Trump n'a pas parlé à un seul journaliste. Il était son propre média, on parlait de lui, il allait parler avec des influenceurs d'extrême droite comme Joe Rogan ou Elon Musk, mais il parlait plus à un journaliste, il voulait plus de contradictions. Et ça c'est inquiétant. Donald Trump a son rond de serviette chez Fox News et les animateurs sont clairement en campagne pour lui. Former President Donald Trump focused like a laser on bringing down costs, bringing down crime, securing the border, becoming energy dominant, making the world a safer place for all. In other words, he's promising to clean up the mess caused by Joe and Kamala Harris. Il y avait que ça d'inquiétant. Et puis dans ce paysage,
C'est une victoire que vous citez dans votre ouvrage, c'est la victoire de l'information low cost, de l'information un peu à la BFM, qui va mettre en avant des façons un peu cheap, si je puis utiliser ce terme, de l'information, avec la priorité aux commentaires, à l'usage des instituts de sondage que vous qualifiez de marchands de certitude libérale. Cette question de la place des annonceurs aussi dans l'information, qui aujourd'hui est complexe, de la place des algorithmes sur les réseaux, la mainmise des fake news, ou encore cette omniprésence des GAMAB, donc les entreprises Google, Amazon, Meta, Alibaba, le géant du commerce, et ByteDance à l'origine de TikTok. Face à ce monde un petit peu gigantesque et à ces géants économiques, vous prenez d'autres modèles sur lesquels on va revenir. Est-ce que c'est pas un peu utopique aujourd'hui de se dire qu'il est possible de lutter avec des moyens infiniment moins forts ? Il faut essayer de lutter. Sinon, il faut tout arrêter et aller chez soi et élever des moutons au Larzac, on disait dans une autre génération. Ce que vous citez, c'est aussi ce qu'on appelle dans d'autres monde la chaîne de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est extrêmement dangereux quand on regarde, c'est que ces 10 milliardaires sont intégrés de plus en plus sur la chaîne de valeur. Ça va des instituts de sondage, à l'édition, à la presse, à une école de journalisme maintenant, à des festivals. Et c'est un pouvoir énorme. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure de guerre idéologique et culturelle. D'une manière ou d'une autre, il faudra probablement un autre pouvoir politique pour pouvoir arrêter ce système qui est en liberté totale. Je pense que, pour revenir sur le capitalisme d'influence dont on parlait tout à l'heure, parce que ça me vient en discutant avec vous, quand Saad investit 9% dans Air France, c'est un renvoi d'ascenseur à la politique de Macron, qui a fait des choses plutôt pas désagréables pour son groupe pendant le Covid. Donc, c'est ce capitalisme d'influence, avec en plus un capitalisme de plus en plus idéologique, tournant de plus en plus, et peut-être plus que quand on a commencé à écrire le bouquin autour de la religion catholique, avec tout ce qu'elle a de réactionnaire dans sa composante aujourd'hui, est un vrai risque pour la démocratie. Il faut juste faire un tout petit peu de pédagogie, parce que souvent les gens vous disent « Non mais les milliardaires, les millionnaires, c'est pareil, d'ailleurs tu as écrit un bouquin avec un millionnaire, c'est les mêmes, etc. » Par souci de transparence, vous avez rappelé ce qu'Olivier a contribué à Blast, donc 7 000 et 15 000 euros, ça fait 22 000 euros. Alors, c'est plus que ce que j'ai sur mes comptes, donc c'est bien. Malgré tout, il faut avoir les ordres de grandeur en tête. Quand Bernard Arnault rachète Paris Match, c'est 120 millions d'euros. Il perd 39 millions d'euros par an pour les Échos et 34 pour le Parisien, ou c'est peut-être l'inverse. Enfin, 75 millions pour les 75 millions pour les deux titres. C'est-à-dire, en gros, tout ce qu'Olivier possède. Donc, évidemment, c'est utopique parce que les moyens sont infiniment moindres, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour l'instant, si ce n'est s'organiser ? La plupart des médias indépendants vivent avec des dons. Enfin, voilà, quelque part sous cette vidéo, il y aura la cloche, abonnez-vous et faites des dons à Blast. Mais beaucoup de médias qu'on consomme, comme Les Jours, Reporters, Vers le Média, etc., vivent de cette économie qui est quand même assez précaire. Le seul qui soit un peu robuste dans la gauchosphère, si je puis dire, c'est Mediapart. Mais ça reste effectivement très précaire, parce que le problème, c'est que bien informer, ça coûte cher. Et si, pour revenir sur le début de votre question sur l'information low cost, mettons que demain, il y ait, je sais pas moi, Rodolphe Saadé soit touché par la grâce divine de l'information de qualité et il décide de faire de BFM un blast en continu. 24 heures d'information, d'enquête exigeante par jour, ça coûte très cher. Il faut envoyer les gens sur le terrain, enfin vous le savez, vous avez fait beaucoup de terrain, vous êtes allé en Ukraine, il faut y aller, il y a des fixeurs, il y a des contacts, il faut rémunérer tout ça. Alors que bon, vous prenez un plateau, prenez 5 experts, un toutologue qui sont capables de vous parler aussi bien du Tour de France féminin, du projet Bayrou, de la révolution en Syrie et du wokisme aux États-Unis, bon, sans bouger de leur chaise. Et vous savez qu'il y en a, voilà, une vingtaine qui sont comme ça interchangeables. Ça coûte pas très cher à produire. Et donc effectivement, c'est ce modèle-là qui a gagné et qui a même gagné une bataille culturelle parce qu'ils ont quand même un peu contaminé certains médias de l'audiovisuel public. Malheureusement, alors en ce moment, je sais pas quand cette vidéo sera diffusée, mais au moment où on se parle, la loi Dati va bientôt revenir à l'Assemblée. Et la loi Dati, elle veut museler l'information publique. Parce que l'information, c'est un bien public. Et pour l'instant, il y a des acteurs comme vous qui la font vivre, mais ils sont de plus en plus rares. Pour vous, justement, pourquoi, en tant que journaliste, vous avez choisi de vous associer au projet d'Olivier Legrain, à toutes ces idées, et aussi à cet ouvrage, ou même au projet de Maison des médias libres sur lequel on va revenir rapidement ? Bon, d'abord, c'est une rencontre humaine. Enfin,
on n'écrit pas un livre avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas, etc. Bon, on a des divergences politiques certaines, même si on est tous les deux de gauche, on n'est pas des mêmes courants. Mais en fait, on discutait et Olivier venait d'avoir enfin la promesse de vente après un long combat avec la mairie de Paris pour obtenir cette concession. Et j'ai trouvé que le projet était emballant. Enfin, ça renvoie un peu aux utopies du 19e sur les phalanstères. Moi, j'ai trouvé que c'était une espèce de phalanstère contre-pouvoir. L'idée de faire cohabiter des médias indépendants, des éditeurs indépendants, de les doter de grands locaux, mais aussi d'un amphi pour qu'ils puissent accueillir des invités sans dépendre d'intervenants externes, de studios de prod, enfin tout ce qui fait que ce métier est compliqué à mener aujourd'hui, et les mettre dans cette nacelle, voilà, là où ils seront enfin bien pour exercer leur métier, à un moment vraiment crucial où on voit le basculement. Enfin voilà, étant franco-américain, je regarde quand même beaucoup ce qui se passe de l'autre côté, c'est quand même vraiment terrible. Trump qui dit dans une interview face caméra que les journalistes qui refusent de révéler leurs sources seront poursuivis et pourront être emprisonnés. Voilà, et comme évidemment tout ce qui vient des États-Unis nous arrive plus tard, j'avais cette peur-là, et voilà, j'ai trouvé qu'Olivier portait ce truc-là de façon très sincère. C'est-à-dire qu'évidemment, mon précédent livre, avant l'extrême droite, c'était sur les hypocrisies de la charité et de la philanthropie des grands médias. Livre que j'ai lu. Oui, livre que tu as lu et que tu as aimé, parce que tu payes tes impôts. Donc c'est vrai que je me suis quand même renseigné un peu sur le même. Et j'ai vu qu'Olivier n'avait rien racheté. Enfin voilà, il fait des dons, des prêts à des associations sans se mettre en avant. Sa fondation ne s'appelle pas la Fondation Olivier Legrain. Il n'y a pas de projet OL derrière tout ça. Et donc je trouvais qu'il le menait avec l'humilité nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un milliardaire rachète un média, ce qu'il fait, c'est qu'il leur dit « Vous faites ça, vous allez mettre tel éditorialiste, tel chroniqueur, et vous allez avoir tel angle ». Là, ça a été documenté, on sait que BFM... Pour certains, pas pour tous. Pour certains, mais on sait que BFM, par exemple, Saadé, il laisse libre cours sur un grand nombre de sujets. En revanche, sur le conflit à Gaza, il était vraiment important que seule la version de Tsahal prédomine. Je ne parle pas de ce que vous rapportez vous en tant que chaîne, et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Toi, ton influence sur les médias que tu as aidés, elle est assez faible. Elle est nulle. Elle est nulle. T'avais demandé une fois si tu pouvais inviter des gens, c'était foutu de ta gueule, et ça s'est arrêté là. Donc, voilà. Et donc, moi, c'est pour ça que je trouvais que cette posture, elle était nécessaire. Et en fait, il nous faudrait beaucoup plus d'Olivier, quoi. Je veux dire, les besoins, le nombre de titres progressistes qui veulent se lancer, qui sont sous-financés, est très important. Et pour moi, c'est toujours vraiment un déchirement de voir une maison d'édition, un titre de presse que j'aimais bien, qui est plus à l'équilibre et qui est racheté par un milliardaire. C'est insupportable. Tu faisais une remarque tout à l'heure, un BFM en continu de gauche ou un Blast de gauche, ça serait bien. Mais sauf qu'on n'est absolument pas capable, avec l'argent que la gauche a, de faire ce genre de choses. C'est là où le combat est totalement inégal. Et c'est là où il disait que il faudra d'une manière ou d'une autre qu'il y ait un changement de pouvoir pour que les choses basculent. Un tout petit point aussi, le secret des affaires en France, il commence à être menacé. Hein. Oui. Il commence à être menacé sacrément. Quand on regarde de près ce qui est en train de se faire, on va différemment parce qu'on a une autre culture que la culture trumpiste, mais on y va et on donne, en fait, en creux, les moyens à l'extrême droite, si elle arrive au pouvoir, de faire beaucoup de choses pas très agréables. Alors, on va revenir sur votre projet en parallèle de vos soutiens à différents médias indépendants. Est-ce que vous pourriez vous en avez déjà parlé un petit peu. Il a parlé très bien. Est-ce que vous pourriez me définir ce projet de maison des médias libres, sa genèse un petit peu, et où ça en est à l'heure actuelle? C'est des discussions, je trouve que les phrases que mon voisin de gauche a citées sont souvent très belles autour d'Hannah Arendt et du contre-pouvoir qui est la science, la liberté de la presse et la justice. Et moi, j'ai toujours été passionné par la presse, et petit à petit, quand j'ai arrêté ma carrière d'industriel et que je suis devenu psychanalyste, ou thérapeute, puisque il y a des liens entre ces deux parties, j'ai discuté beaucoup avec un homme qui s'appelait François Gèze, qui est un type que je respectais énormément, qui était le patron de la Découverte, et qui était un homme remarquable. Maison d'édition, Ancré à gauche, pardon, tu as raison de préciser ça, Ancré à gauche depuis Maspero. Et petit à petit, on s'est vu plein de fois, et l'idée est venue. La liberté de la presse, c'est peut-être bien de lui donner un havre de paix. Et donc ça a commencé petit à petit, avec beaucoup de travail avec Edoui Plenel et Mediapart il y a 7-8 ans. Et puis petit à petit,
On a perdu un concours Réinventer Paris de très peu. Moi, j'ai continué un peu le combat davantage solitaire. Et ça aboutit donc au 24 octobre, après effectivement près de 8 ans, à la signature d'une promesse d'achat avec la ville de Paris, qu'aujourd'hui, on sait qu'on aura le permis de construire. Il y a encore des papiers à rédiger, mais on sait qu'on va l'avoir. Ensuite, il y a les recours légaux. Et sur le financement, il y a des gens qui avaient plutôt tendance à être au niveau institutionnel favorables et qui le sont un peu moins. On peut se demander pourquoi. On peut, sans faire du complotisme, c'est un peu étrange, voilà. S'il le faut, on ira au bout. Et donc, on peut être sûr que, sauf recours des tiers, la maison 70 boulevard Barbès, ouvrira en 2027. Peut-être davantage dans le deuxième semestre de 2027. Donc l'idée, c'est d'instaurer un lieu qui accueillerait, qui concentrerait les médias indépendants. Où est-ce qu'il en est, ce projet, aujourd'hui, par rapport aux médias qui ont accepté, peut-être d'ores et déjà de participer? Il y en a qui se sont engagés, mais sachant que, et vous le savez, dans le monde dans lequel vous vivez, 2027, c'est dans 2 ans. Et donc, il y a beaucoup de médias qui ont beaucoup de mal à se projeter. Et c'était une des difficultés plusieurs fois. C'est-à-dire que, quand on disait on y va, et plusieurs fois, il y a ma charrière, voilà. Donc là, il y a des médias qui disent nombreux, puisque des engagements putatifs, comme on dit, il y a 350 postes de travail, il y en a presque la moitié qui ont dit qu'ils étaient très intéressés, mais ça peut pas aller plus loin. C'est très important pour les banques qui vont financer une partie, d'avoir l'engagement potentiel des médias. Et donc ce projet immobilier, il est également associé à un modèle économique, en tout cas que vous avez mentionné dans une interview à Street Press, où vous dites, je cite, on aurait une quinzaine de filiales, une holding au-dessus, qui mutualiserait les fonctions support. Le comité de direction serait composé de patrons de chacun de ces médias. Il y aurait moins de souplesse, mais plus de moyens financiers, donc de force de frappe. C'est ce que j'ai fait dans l'industrie. J'ai mutualisé les coûts et cherché du financement pour tout le groupe. Est-ce que vous pourriez nous... C'est mine de rien une idée importante. Je leur dis depuis très très longtemps, qui rejoint un peu tout ce qu'on est en train de dire, vous êtes des petits. Et à un moment donné, il faut avoir davantage de force de frappe. Donc j'avais imaginé, mais pas du tout pour moi, plus pour eux, puisque financièrement, j'avais simplement dit que je les accompagnerais avec des sommes importantes, s'ils décidaient de créer une force de frappe. Ça a provoqué une tornade ou un tsunami, et donc je leur dis, faites ce que vous voulez. On va dire. Il y a même des gens qui, à une assemblée générale, ont demandé si on fait pas sa filiale, est-ce qu'il va pas nous enlever la maison des médias libres? Non. Je sens très nettement, pour en avoir rediscuté avec beaucoup d'entre eux, qu'ils préfèrent rester petits, dans un créneau qui correspond à leur ADN, que de créer un ensemble avec une plus grande puissance de force. Je respecte parfaitement cette décision. J'ai simplement rajouté dans une autre interview qu'à partir du moment où ils seront ensemble, qu'ils seront dans un endroit unique presque au monde, il se passera peut-être des choses que la postérité jugera. C'est en effet, il y a quand même une frilosité de la part de nombreux médias indépendants qui sont soumis à des complexités économiques fortes. Et ça, on les comprend tout à fait. Et surtout avec ces termes un peu capitalistes qui finalement... Holding, filiale... Oui, holding, filiale, mais on peut pas faire semblant. On peut traiter, pour faire plaisir, on plaît le mot autrement qu'une holding, un rassemblement, on peut pas parler de filiale, de parler je sais pas de quoi. Oui, non, mais juste mettre de la chair concrète derrière, en disant, vous êtes 40 médias, ça veut dire qu'il y a 300 fiches de paye à faire, plus les pigistes. Est-ce que ça vous intéresse qu'on centralise un service, compta, juridique, etc. Tu vois, ça aurait peut-être été plus simple. Oui, mais non, parce que tu as raison. Que si tu avais parlé de FUSAC, d'échange de titres et de holding. Oui, non, mais à la fois tu as raison et tu as tort. Tu as raison, mais aussi, ils sont prêts à ça. Ils sont prêts à mettre, ce que j'ai exprimé sur France Culture, ils sont prêts à mettre ensemble des moyens de gestion, des moyens éventuellement de marketing, des moyens de communication. Mais ils ont très peur qu'on touche un petit peu d'ailleurs, comme dans la réforme Dati, à leur contenu. Ils veulent rester sur leur canot et qu'on ne touche pas à leur indépendance. C'était augmenter la puissance de feu entre eux. C'était absolument pas l'intention, comme a pu le dire des sites soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, que je cherchais à créer un empire. Rien du tout. Comme de gauche radicale. De gauche radicale. Ça, chaque fois, je fais l'erreur. L'erreur fatidique. C'est vrai, quelque part, on a quand même, on comprend bien ces inquiétudes. Bien sûr.
En vous connaissant, votre personne, vous avez eu 2 vies, on peut dire, 3. avec votre historique, 3 même, maintenant vous êtes psychanalyste, avec votre vie à la tête de Materis, filiale de Lafarge. Vous avez fait fortune sur les LBO, les Leverage Buyout, donc c'est un terme compliqué économique, mais qui a bien réussi pour vous. Donc pas que pour moi. Un format de rachat avec effet de levier, un montage financier qui permettait le rachat d'une entreprise et d'une société holding, c'est très complexe. Et justement, il y a un peu cette inquiétude, j'imagine, de la part de beaucoup de médias que ça s'applique. C'est là, je dis, Vincent a à la fois raison et tort. Il a raison, c'est-à-dire que les termes que j'ai employés sont les termes de ma culture, de mon histoire, mais j'ai bien expliqué ce que je voulais faire. Et ils ont très bien exprimé, ils n'en veulent pas. Mais ils sont, ce que j'ai effectivement dit aussi sur France Culture, il peut y avoir ce qu'on appelle une holding de moyens, c'est-à-dire qu'on met ensemble les moyens, ce que Vincent était en train d'exprimer. Mais on ne touche pas au contenu. Il faut peut-être juste rappeler, moi aussi, une des raisons qui fait que j'ai suivi Olivier pour cette aventure et pour écrire le livre avec lui, c'est que la Maison des Médias Libres, c'est une association. C'est pas Olivier qui dit toi ça va, toi t'es pas indépendant. Ils se mettent entre eux, il faut adhérer, il y a un comité de direction, et ils se mettent d'accord sur qui vient pas. Et après, c'est eux qui jugent de l'indépendance. Et donc, si on nous dit, vous êtes trop à gauche, à partir du moment où vous appartenez pas à un oligarque, voilà, si demain, il y a un titre très à droite, complètement indépendant, qui a envie de venir, je pense que l'ambiance lui déplaira assez fortement et que de toute façon, les autres membres refuseront. Mais voilà, il y a vraiment une association autogérée et indépendante d'Olivier, et ça, pour moi, c'était très, très important. Aujourd'hui, en tant que millionnaire de gauche, est-ce qu'on peut développer des projets comme les vôtres dans la sphère à gauche en France ? Je cite justement un article dont vous devez avoir connaissance de Frustration, nos confrères, un média indépendant, qui disait ce qu'Olivier Legrain daigne donner ou prêter aux médias indépendants a été pris aux salariés qu'il a exploité pendant sa vie d'actionnaire et de dirigeant d'entreprise. On comprend, mine de rien, c'est fait. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous pensez agir pour l'avenir avec votre CV, votre histoire ? Et est-ce que c'est pas aussi une épine un peu dans des projets futurs ? C'est vrai que je vais vous répondre, mais ma réaction, c'est que finalement, je suis un peu le seul à faire ça. Moi, je pourrais parfaitement, avec l'argent que j'ai, choisir une autre vie. Là, je me fais insulter régulièrement, je prends des engagements, voilà. Et c'est la manière dont je suis constitué. C'est la manière dont je suis fabriqué. Le LBO, quand il a été fait, c'était le plus gros LBO en Europe et il y avait un nombre de salariés extrêmement important. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des niveaux extrêmement différents du mien, mais bon, quand même, ça a pu changer leur vie. Pas tous, mais une partie non négligeable. Mais je comprends très bien ce que dit Frustration. C'est peut-être ce qui me sépare de mon voisin de gauche. J'ai pas l'impression d'avoir exploité les gens, mais on peut effectivement, selon qu'on met le curseur marxiste à un endroit ou pas. Moi, je suis parti d'un truc extrêmement simple dans ma tête, qui est un peu marxisant, on peut dire. C'est-à-dire que le président, il doit toucher de l'argent, mais l'ouvrier qui empaque les sacs de mortier, il doit pouvoir aussi en toucher. Et j'ai essayé de faire ça au maximum, dans les limites du capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui en France. Voilà. Donc j'ai pas l'impression, peut-être que si on interviewait des anciens salariés de Materis, mais je crois pas, je pense pas qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir été exploités. En tout cas, j'ai mis toute mon énergie pour qu'ils ne le soient pas. Mais c'est vrai que, un ouvrier posté gagne pas autant qu'un patron. Après, il y a un dernier point. Je pense que le gros problème de la gauche, que ce soit Frustration ou les autres, c'est le rapport à l'argent que beaucoup de gens de droite considèrent comme de la jalousie. Moi, je ne parle pas tellement de jalousie parce que ça peut être idéologique. Et c'est le rapport à ce qui se passe dans un groupe industriel. Moi, je reste convaincu que, avant de pouvoir redistribuer, il faut créer de la valeur. Et si on ne crée pas de valeur, alors, il y a manière et manière de la créer, on ne peut rien redistribuer du tout. Et ça, c'est un grand désaccord que j'ai avec beaucoup de gens à gauche. Alors, vous vous dites dans l'ouvrage un peu esselé, justement, à gauche, de par vous avez un riche carnet d'adresses de patrons, d'industriels. Pourtant, vous vous dites seul. Alors, où est-ce qu'ils sont, les autres ? Vous dites notamment que des milliardaires de gauche, ça n'existe pas. Pourtant, apparemment, des millionnaires de gauche, ça existe. Oui, mais c'est pas leur histoire. Moi, c'est pas leur histoire. Ils sont intéressés par... j'étais constitué comme ça. Je pense que c'est Charline Vanhoenacker qui me disait « Mais alors, pourquoi vous êtes comme ça ? Pourquoi vous êtes comme ça ?» Je suis comme ça parce que je suis comme ça. J'ai pas de réponse. Il y a certainement des raisons sur mon éducation, sur
le fait que je suis un peu un fils de mai 68, j'étais un gamin, mais j'étais un gamin qui s'est politisé à ce moment-là. Non, les millionnaires de gauche, ils sont intéressés par des causes quelquefois humanitaires ou intéressés par profiter mieux de leur retraite. Ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai choisi d'être thérapeute, c'est une vraie vie. J'ai un nombre de patients extrêmement important chaque semaine. Je suis revenu là pour le plaisir d'être ici, mais également pour m'occuper d'un certain nombre de patients la semaine dernière. Mais il faut avoir encore une fois les ordres de grandeur en tête. On a fait relire effectivement par le service juridique de Payot, mais les 10 milliardaires dont on parle, on peut même rajouter Sterrin parce que chez lui c'est encore plus flagrant, ils ont tous des dossiers de fraude et optimisation fiscale qui concernent des milliards d'euros. Des milliards d'euros. François Pinault, lui, il a été redressé 3 fois, la première fois en 81, et il avait eu une gracieuseté du ministre de l'économie qui s'appelait Laurent Fabius à l'époque. Arnaud Lagardère a payé de l'ordre de 3% quand son père est mort en droit de succession, alors qu'il aurait dû en payer 45, etc., etc. Vincent Bolloré a été condamné plusieurs fois. Arnaud et Niel sont dans tous les Panama Papers. Donc, le fait d'être milliardaire de gauche, c'est impossible. Si vous devenez milliardaire, c'est forcément que vous avez truandé le fisc, le commun, et très souvent quand même exploité socialement et écologiquement vos entreprises. Je veux dire, Arnaud s'est encore fait poisser la semaine dernière pour exploiter des sans-papiers chinois dans une usine en Italie, et donc l'entreprise, le nom m'échappe parce que je suis pas un turiféraire de mode, est mise sous tutelle. Bon, quand même, voilà, tous ces types sont dans ce rapport-là. Vous pouvez devenir millionnaire en jouant les règles du jeu, parce que comme on est quand même sur n'en déplaise aux néolibéraux, on est quand même sur 4 décennies d'adoucissement très fort de l'imposition sur le capital versus celle sur le travail. Aujourd'hui, si vous jouez les règles du jeu et que vous payez vos impôts, vous pouvez quand même devenir millionnaire, vous pouvez quand même vous enrichir. Le problème, c'est que un grand nombre de types, ça leur suffit pas. Enfin, ils sont vraiment dans un mode sans limite, et c'est pour ça que Pierre-Édouard Sterrin vit cet oxymore quotidien de se revendiquer extrêmement patriote, tout en étant exilé fiscal en Belgique, parce qu'il dit qu'il veut pas payer ses impôts dans un pays de dégénérés. Et Vincent, et la réalité, on ne connaît pas exactement la fortune de Pierre-Édouard Sterrin. Ouais, bien sûr. Alors qu'on connaît beaucoup plus la fortune de Bernard Arnault ou de Vincent Bolloré. Pierre-Édouard Sterrin, ça reste extrêmement étrange, ce comportement. Ouais. Mais n'achetez pas de Smartbox. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Qui est donc la raison de la fortune de Pierre-Édouard Sterrin à partir de 2003. Ouais. Ouais. Et qui n'a l'air de ne pas avoir vendu. Ouais. Ce qui est très très surprenant. Enfin, ça mériterait des choses intéressantes. Mais bon, j'ai suffisamment d'ennuis, on déborde. En tout cas, dans les médias, on vous a vu beaucoup, partout, ces derniers mois. On vous a vu, je cite quelques-uns, vers le média Alternative économique, le Nouvel Obs, Libération, La Croix, Stratégie, Street Press, ou encore Boulevard Voltaire et Frontières. Qu'est-ce que vous en pensez de cette reprise de la part des médias ? Est-ce qu'il y a des arguments, ou en tout cas qu'ils ont pensé justement de cette omniprésence de la couverture et de la promotion qui me semble réussie ? Et surtout, est-ce qu'il y a dans les médias de droite qui ont pu en parler, est-ce qu'il y a des arguments ou des critiques qui vous ont marqué pour vous ? Pour les journalistes, nous en fait on rencontre beaucoup de journalistes qui sont inquiets. Hein. Je veux dire, quand on est passé sur France Culture, ils voulaient nous interroger parce qu'ils étaient inquiets sur la réforme de Dati. Il y a beaucoup de médias indépendants dans ce que vous avez cité. Il y a quelques médias qui appartiennent à des milliardaires, comme Le Monde ou l'Obs. Bon, voilà, ils discutent. Alors parfois, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est plutôt Olivier qui reçoit les confidences. Dans ces cas-là, ils disent qu'ils ont bien aimé le livre, mais qu'ils sont pas d'accord, évidemment, avec le traitement qui est fait de leur propriétaire. Ça c'est voilà, c'est du corporatisme classique. Et après, que ce soit Boulevard Voltaire ou d'autres, c'est des attaques assez classiques en disant que au fond, on est un livre pinailleur parce que, en fait, ils se plaignent qu'on soit jaloux de ne pas avoir assez d'argent pour les médias de gauche. Et en fait, moi, je les remercie parce que ils mettent en avant ce qu'on raconte dans le livre, à savoir la désinformation. C'est-à-dire que, par exemple, dans une audition au Sénat, dans Le plus grand des calmes, le bras droit de Pierre-Édouard Sterrin raconte n'importe quoi, à savoir que Olivier a donné plus de 400 000 euros pour les primaires populaires et qu'il abonde comme ça à des millions d'euros pour des médias, ce qui est faux. Donc, je te laisserai éventuellement donner les vrais chiffres. Mais voilà, on voit quand même tout de suite le traitement. Et puis, il y a aussi eu un papier qui s'en est pris à Olivier sur sa vie privée, en commençant à parler des métiers de ses enfants, etc. Donc là, j'ai plutôt reconnu ce que racontait Salomé Saké au début de Résister, à savoir tout de suite des intimidations personnelles. Bon, moi, j'en ai pas du tout fait les frais, donc voilà. Et ça m'a rappelé ce qu'était le vrai visage de l'extrême droite, et ça m'a aussi rappelé qu'il y avait un certain courage d'Olivier, parce qu'effectivement, il y a plus de coups à prendre dans cette histoire qu'à en gagner. Donc c'est quand même que tu dois y croire à ton machin.
Mon machin, oui. Mais ce que beaucoup de gens nous ont dit sur ce livre, c'est qu'en fait, ils ont appris énormément de choses, c'est une partie des gens, puis d'autres qui nous ont dit, on n'a pas appris grand-chose, mais en mettant bout à bout ce que vous avez vraiment très bien fait, on réalise dans quelle société on va basculer. Et ça, je trouve que vous ne pouvez pas avoir de meilleurs compliments que ces deux types de compliments. Pour revenir à votre idée donc de centralisation que donc vous ne souhaitez pas appliquer selon les médias qui le désirent ou pas, mais mine de rien, j'imagine que c'est quand même, de par votre formation et vos connaissances dans votre tête, aujourd'hui, finalement, j'ai l'impression que pour certains modèles économiques, mais on dirait quand même que le capitalisme a un peu rongé le journalisme dans sa surproductivité, sa rentabilité, son efficacité, la privatisation, le monopole des fortunes. Et d'un autre côté, quand on vous lit donc en juin, on a l'impression que le capitalisme qui un peu bouffe le journalisme peut aussi le sauver. C'est pas comme ça que je sens les choses. C'est plutôt ce que vous avez dit tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à une situation, à partir du moment où il n'y a pas de milliardaire de gauche et qu'il n'y en aura pas, à partir du moment où je me sens très seul, et c'est une réalité, on peut raconter ce qu'on veut, hein, peut-être qu'à force, ils en découvriront un ou deux autres, on a peu de moyens pour lutter. Car c'est une guerre culturelle et une guerre idéologique. Donc il faudra bien, d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait un renversement de pouvoir pour qu'un certain nombre de choses soient faites. Si on prend un exemple, le JDD. Le JDD, d'ailleurs, c'est très intéressant, le JDD. Le JDD, il y a cette clause de conscience qui a été appliquée, que je trouve pas toujours très bonne, parce que ça permet aux gens de partir et de mettre une nouvelle rédaction. Mais normalement, dans une vraie démocratie, il aurait dû avoir le pouvoir de dire, non, Geoffroy Lejeune, on n'en veut pas, et rester et continuer. Geoffroy Lejeune, qui est donc le nouveau rédacteur-chef, transfuge de valeurs actuelles, et donc très identifié à l'extrême droite. Et très identifié à l'extrême droite. Chez des mouvements sociaux au sein de la rédaction. Et moi, dans l'endroit de gauche radicale où je vis, donc à Neuilly, je vois le comportement des gens, c'est extrêmement intéressant. Ils achetaient le JDD. Ils continuent à acheter le JDD, sans même regarder. Et je pense que les cerveaux sont complètement imbibés. Les cerveaux sont imbibés. J'ai posé la question le jour, ils ne comprenaient même pas pourquoi je lui posais la question. Ils prennent le JDD. Et ça, je pense que c'est ça qui est très, très pervers. C'est ça qui est très, très pervers. Mais pour répondre à votre question, je me souviens, il y a quelques années, je discutais avec un ami, grand journaliste, plusieurs fois prix Bayeux pour ses reportages, etc. Et il me disait, mais tu sais, au fait, on a besoin de milliardaires. Regarde, Jeff Bezos, il a racheté le Post et le Washington Post, et ça y est, le Washington Post redevient un grand journal. Et j'avais dit, OK, mais l'indépendance. Et pendant quelques années, ça s'est très bien passé. Et puis, l'an dernier, il y a eu l'élection de Trump. Voilà. Il a refusé que le Post prenne position pour Kamala Harris. Il a viré un dessinateur qui avait eu un dessin malheureux. Il a viré le responsable des pages opinion. Et il a limité le nombre de sujets dont on pouvait parler. Donc, c'est-à-dire qu'il a tout d'un coup amoindri la qualité du journal. Donc, effectivement, c'est pas le capitalisme qui risque de sauver le journalisme. Il y a des contre-exemples. Enfin, pour l'instant, Le Monde est un plutôt meilleur journal en termes qualitatifs qu'il y a quelques années, puisqu'ils ont plus de journalistes, moins d'articles. Ils essayent de se donner le temps de faire des enquêtes. Bon, ça reste un positionnement politique qui est pas le mien, mais en tout cas, il pas le même que d'autres. Ils fouillent leurs articles. Voilà. Mais non, c'est certain que c'est pas le capitalisme qui va sauver l'information. Mais encore une fois, l'information, ça coûte cher et les gens sont pas prêts à payer. C'est Timothy Schneider, l'historien, qui écrit Post-Truth is Pre-Fascism, et dans son développement, il dit, mais en fait, les gens acceptent pour l'information ce qu'ils n'accepteraient jamais en tant que plombier ou en tant que boucher. Vous trouvez normal de payer pour des compétences, et l'information, on a réussi à mettre dans la tête des gens que ça devrait être gratuit, alors qu'en réalité, ça a un coût. Et c'est pour ça qu'on a cet outil merveilleux qu'il faut sanctuariser, qui est l'audiovisuel public. Et sinon, il faut bien expliquer aux gens qui est de moins en moins sanctuarisé. Oui, bien sûr. Et que l'information a un coût. Et vous, c'est ce que vous faites au quotidien. Vous êtes obligé de rappeler que sans soutien, vous ne vivriez pas. Donc, abonnez-vous à Blast. Et voilà, il faut des moyens pour faire une info de qualité. Et justement, il y a aussi des contre-exemples que ça peut marcher grâce aux dons des abonnés, aux lecteurs. Vous le citez, vous en avez parlé déjà, mais à Mediapart, évidemment. Vous parlez également de l'agence SIPA Presse, qui a été constituée en association loi 1900, donc ce qui ne peut pas être vendu, donc ce qui la protège finalement, une sorte d'indépendance. Finalement, il y a quand même des initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives qui se cassent la tête, mais il y a aussi des initiatives qui fonctionnent. Est-ce que vous les encouragez malgré tout, même si elles ne se centralisent pas comme vous le prônez? Mais faut arrêter sur la centralisation. Non, mais même géographiquement, je veux dire. Quand on vient à moi, mais je trouve que Ouest France, qui font
J'ai eu l'occasion de discuter avec le patron d'Ouest France la semaine dernière. Je trouve que la manière dont fonctionne son cerveau est assez proche de ce que je défends. À voir. Il y a un point quand même, on l'a dit ailleurs, il faut peut-être le dire ici, le Monde n'existerait plus si Xavier Niel n'avait pas mis de l'argent dedans. Oui, comme tous les autres titres. Oui, mais non, mais je veux dire, oui. Et comme l'information, on peut pas comparer le JDD au Monde. Non, mais donc il y a une certaine indépendance. D'un côté, il y a 500 cartes de presse, de l'autre, il y en a 40. Et voilà. puis aussi, le Monde a plein de choses intéressantes. Ils ont une société des lecteurs, donc c'est eux qui nomment leur directeur de la rédaction, voilà. Ils discutent. Il y a plein de choses positives. Mais par rapport à ce que vous évoquiez, ce livre s'appelle « Sauver l'information » en clin d'œil au livre de l'économiste Julia Cagé qui s'appelait « Sauver les médias » il y a 10 ans. Parce que le problème, c'est encourager les résistances. Pour parler comme c'est l'homme et c'est important, mais c'est aussi important de contre-attaquer. C'est-à-dire que, si vous me permettez un néologisme, de désoligarchiser un peu le PAF. C'est-à-dire de doter l'Arcom de pouvoirs plus importants. Là, il y a des gens qui ont crié à la censure quand le contrat de C8 n'a pas été renouvelé. C'est pas de la censure, c'est juste que vous aviez un contrat un peu comme un bail de copro, et au bout de 5 ans, on constate que votre copro est quand même très dégradé, parce qu'il faut rappeler que C8 avait été amendé, je crois, 42 fois pour des propos très graves, comme comparer les migrants à des punaises de lit ou l'avortement à une tuerie de masse. Donc voilà. Et donc ça, c'était l'occasion idéale de faire rentrer des médias autres, progressistes. Je crois que le média avait proposé une chaîne et il n'a pas été pris. Finalement, c'est une chaîne de Daniel Kretinsky. Donc j'ai cru comprendre que ça brillait pas vraiment par l'originalité de ses propos. Le média n'a pas été pris parce qu'il n'avait pas l'argent. Hein. Oui, mais c'est un problème. Bien sûr, c'est un immense problème. C'est un problème. Et Ouest France est même, mais qu'à temps partiel. Et donc effectivement, Bolloré a été remplacé par Kretinsky. Donc pour le pluralisme démocratique, si vous voulez, c'est pas une grande victoire. Donc, Et on revient toujours au problème de l'argent. Ouest France n'a pas du tout les mêmes moyens. Ouais. Et c'est déjà un miracle qu'ils soient là et qu'ils essayent de tenir. Et pour revenir sur ce que vous venez de dire, vous appelez aussi dans l'ouvrage à s'attaquer à la loi, à la changer, notamment sur certaines choses qui sont dites dans la société. C'est quoi vos attentes ? Est-ce que là aussi c'est pas un peu utopique ? Par quel levier politique vous pensez qu'il faudrait changer la loi pour changer les choses ? Ou pas ? Moi je pense qu'il faut changer de pouvoir. On voit bien ce qui s'est passé avec Cyril Hanouna. Il peut y avoir un petit peu des paillettes qui va faire qu'au lieu d'avoir 57 fois, c'est ça, avant que Hanouna... que l'Arcom a repris Hanouna 57 fois avant que ça bouge. 42. Ou 42, moi je croyais que c'était 57. 42 fois, c'est hyper malsain. De la même manière, ce qu'on disait tout à l'heure sur le JDD, c'est hyper malsain. Ça, on peut dire que... Alors, c'est là où vous parlez du caractère utopiste ou pas, que... Est-ce qu'on peut bouger sur un projet de loi ? Personnellement, j'y crois peu. Mais on sensibilise les gens, c'est un cri, regardez dans quel monde vous vivez. Utopiste, non. C'est-à-dire qu'avec l'Assemblée nationale actuelle, c'est impossible. Mais moi, j'ai discuté avant d'écrire la dernière partie, j'ai discuté avec des juristes, des constitutionnalistes. Alors, malheureusement, on ne peut pas tout de suite récupérer des médias qui appartiennent à des milliardaires. Ça, c'est pas possible. Non, ça m'aurait bien plu, mais c'est pas possible. Mais en revanche, doter l'Arcom de pouvoirs infiniment plus importants, ça, c'est possible. Exiger des médias, des contreparties, c'est-à-dire s'ils ne respectent pas la Charte de Munich est un texte rédigé par la majorité des rédactions 1971 d'Europe, vous demandant de respecter un grand nombre de principes, le contradictoire, enquêter à charge à décharge, la proportionnalité des faits, etc. Les médias qui respectent pas la Charte de Munich, typiquement le JDD, typiquement le Figaro.fr. Autant le Figaro est un média qui reste encore convenable, autant le Figaro.fr, ils font du sensationnalisme, on dit si vous respectez pas ça, vous avez plus d'aide publique. Bon, voilà. Et on peut aller plus loin, on vous reconnaît plus la reconnaissance d'entreprise de presse. Donc tout d'un coup, voilà. Et ça peut se faire en 3 décisions. Et il y a une commission de la presse qui tout d'un coup distribuera plus de cartes de presse à ces organes-là. Ça devrait être le cas. Enfin, il y a des nouveaux médias d'extrême droite qui se créent du jour au lendemain, qui sont reconnus comme médias ou comme entreprises de presse. Je pense à Frontières, qui se veut le Mediapart d'extrême droite, qui raconte n'importe quoi. Ils avaient fait une enquête à charge extrêmement grave sur les avocats des demandeurs au droit d'asile. Ils donnaient les coordonnées de ces avocats, ils inventaient des tarifs. C'est pour ça que je vous dis n'importe quoi, c'est qu'ils disaient qu'ils gagnaient 700 à 800 euros la journée. Donc moi, j'ai téléphoné parce qu'il se trouve que j'ai 2 amis qui font ce métier. Donc l'aide juridictionnelle, c'est 230 euros la journée. Donc on est quand même sur un rapport de 1 à 4. Ils donnent leur nom, ils donnent leurs coordonnées, ils les contactent pas. Vous n'avez pas le droit d'être qualifié de média quand vous avez ce genre de pratique-là. Donc voilà, je pense qu'on peut un peu faire le ménage dans le paysage. Il faut changer de pouvoir pour faire ça. Ah oui, non, avec le pouvoir actuel, c'est infaisable. Et pour faire un rebond sur l'actualité directe, il a été
énormément question, effectivement, du fait que la France Insoumise avait refusé l'accréditation à Olivier Perroux, et ils ont eu tort. Mais Emmanuel Macron, en 2022, quand il a fait son seul meeting de campagne, avait lui-même refusé que Reporters vienne, choisi aussi les journalistes qui viennent. Je veux dire, la liberté de la presse, on n'a pas attendu 2025 pour qu'elle soit déjà largement empiétée. Et malgré les appels à la censure des médias qui peuvent être réprimés, certains aussi estiment que ce serait autocratique dans une phase où on entend beaucoup de climato-négationnisme. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Au contraire, dans l'ouvrage, vous précisez bien que ces idées, selon vous, ne sont pas autocratiques du tout. Ce serait une extension de la loi Guesso. La loi Guesso, elle vous interdit de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. Si on interdit de dire que le réchauffement climatique n'est pas lié à l'homme, tout d'un coup, sur CNews, ça va un peu se dépeupler, puisque je crois que Michel Onfray le répète 2-3 fois par jour. Ils invitent les seuls climatologues, qui en général sont plutôt des mathématiciens ou des physiciens perdus sur la climatologie, qu'ils ont trouvé qui nient le caractère anthropique du réchauffement climatique. Luc Ferry, par exemple, sur LCI, tous ces gens-là, ils devraient être privés d'antenne, ou en tout cas condamnés pour leurs propos. Vous êtes condamné quand vous tenez des propos racistes, homophobes, sexistes ou négationnistes. Si vous tenez des propos climato-négationnistes. Après, justement, il faut faire attention, c'est pas une dictature ou une censure woke. Vous avez le droit de dire que demain, on va être sauvé par l'avion à hydrogène ou l'agriculture pleine d'OGM. Moi, c'est pas mon opinion, mais après tout, vous avez le droit de le dire. Ça n'est pas climato-négationniste. C'est juste respecter un peu les faits, respecter un peu la science. Et dans ces cas-là, par exemple, Arnaud Rousseau se serait fait beaucoup taper sur les doigts avec toutes les carabistouilles qu'il a racontées sur la loi du plomb. Ouais, mais c'est bien, on revient indéfiniment, c'est bien un changement de pouvoir. Ouais. En parlant de pouvoir, objectif 2027, on parle un peu politique. Vous êtes connu également pour vos soutiens politiques. Vous avez aidé à la primaire populaire à l'époque. On vous dit aussi soutien de François Ruffin, qui est pourtant l'anti-patron par excellence. Là encore, vous avez plusieurs vies apparemment. Merci patron. C'est quoi aujourd'hui votre vision de la prochaine élection présidentielle, vous qui appelez à un changement de pouvoir? Et à votre avis, quelle place aura la gauche chez ces candidats? Je sens aujourd'hui, il y a 3 courants qui s'affrontent. Il y a le courant autour de Jean-Luc Mélenchon, le courant autour de Raphaël Glucksmann, et au milieu, une tentative d'un certain nombre de personnes, de personnalités, d'organiser une primaire. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que là, pour le moment, il y a les négociations autour des municipales. Tout va se jouer vers l'automne l'année prochaine. Voilà, moi je pense que la situation est très difficile pour la gauche. On est dans une situation très difficile économiquement. Beaucoup de choses qui sont prônées par la gauche ont beaucoup de mal à s'exécuter. Néanmoins, la situation est celle que je décris. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en ai pas d'idée. Je trouve depuis plus de 3-4 ans qu'une primaire bien faite, avec une participation citoyenne extrêmement importante, avec une base programmatique bien négociée, peut faire émerger une personnalité qui rentrera dans un habit qui fait qu'il sera porté par le courant de cette primaire où il y aura eu, admettons, 3-4 millions de votants. Ce serait qui, selon vous? Je ne sais pas. Mais il y aura beaucoup de candidats. Il faut l'accepter aussi. Il y aura beaucoup de candidats. Et en tout cas, on peut s'attendre à des initiatives, donc dans la sphère politique également, de votre part. Je pense qu'il va... Oui, elles ont déjà commencé. Les initiatives, elles m'ont valu justement des commentaires très élogieux d'Olivier Perroux, qui d'ailleurs dans la Meute a recommencé une 2e fois. La manière dont je suis fabriqué, j'ai des idées, je les porte jusqu'au bout. C'est comme ça que je suis constitué. Merci à tous les deux pour cet échange, pour toutes ces réflexions denses sur l'avenir des médias et de nos médias français et indépendants. Je vous remercie. On peut vous retrouver donc dans cet ouvrage « Sauver l'information de l'emprise des milliardaires » aux éditions Payot. Merci d'avoir suivi cet entretien jusqu'au bout. Si cette question de l'avenir de l'information indépendante vous intéresse, on compte sur vous pour liker, partager, vous abonner ou encore faire un don à Blast. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.